L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 13 janvier 1960. Dans ce temps de recueillement des vacances, j'ai éprouvé le besoin de faire une excursion dans une certaine zone du trésor littéraire anglais et français. Quaerens non pasquam devorem, mais bien plutôt quod deseam vobis, quoi vous enseignez et comment, sur un sujet qui est celui sur lequel nous mettons le cap à travers cette forme, ce titre de l'éthique de la psychanalyse, dont vous sentez bien qu'il doit nous mener en un point problématique, non seulement de la doctrine de Freud, mais en quelque sorte de ce qu'on peut appeler notre responsabilité d'analyste. Ce sujet, vous ne l'avez déjà vu pointer à l'horizon, mon Dieu, il n'y a pas de raison, puisqu'aussi bien j'en ai même jusqu'ici, cette année, évité le terme. C'est celui si problématique pour les théoriciens de l'analyse, comme vous pourrez en voir des témoignages dans les citations que je vous ferai, celui pourtant si essentiel de ce que Freud appelle Sublimierung, la sublimation. C'est l'autre face, en effet, de cette exploration que Freud fait en pionnier de ce qu'on peut appeler les racines du sentiment éthique, pour autant qu'il s'impose sous la forme d'interdiction, de quelque chose qui, en nous, est conscience morale. C'en est l'autre face, celle souvent si improprement, il faut bien le dire, si comiquement, pour toute oreille un peu sensible, qui est apportée dans le siècle, je parle du siècle pour désigner ce qui est externe à notre champ analytique, comme philosophie des valeurs. Est-ce que pour nous qui nous trouvons avec Freud être porteurs quant aux sources, quant à l'incidence réelle de la réflexion éthique, qui nous trouvons en somme à portée de donner sur ce terrain une critique si nouvelle, sommes-nous dans la même heureuse posture concernant la face positive du chemin de l'élévation morale et spirituelle qui s'appelle échelle des valeurs? Assurément, le problème apparaît là beaucoup plus mouvant et délicat. Et pourtant, on ne peut pas dire que nous puissions nous en désintéresser au bénéfice des soucis les plus immédiats d'une action simplement thérapeutique. Quelque part, Freud, dans les 3 essais sur la sexualité, emploie, concernant les effets de l'aventure libidinale individuelle, 2 termes corrélatifs. Fixierbarkeit, c'est notre fixation, dont nous faisons le registre d'explication de ce qui est en somme inexplicable. Et puis autre chose qu'il appelle Haftbarkeit, qu'on traduit comme l'on peut par persévération, persévérer, qui a toutefois une curieuse résonance en allemand, car on s'aperçoit que cela veut plutôt dire responsabilité, engagement. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien de notre histoire à nous, collective, d'analystes. Nous sommes pris aussi dans une aventure qui a eu un certain sens, une certaine contingence, des étapes. Ce n'est pas d'un seul trait, d'un seul coup que Freud a poursuivi le chemin dont il nous a légué les jalons. Et il se peut aussi que nous soyons, par les effets des détours de Freud, accrochés à un certain point de l'évolution de sa pensée, sans avoir pu très bien nous rendre compte du caractère de contingence qu'il doit présenter, comme tout effet de l'histoire humaine. Tâchons donc, selon une méthode qui, si elle n'est la nôtre, est en tout cas un mouvement que vous devez connaître car il m'est familier de faire quelques pas, 2 par exemple en arrière, avant d'en faire 3 en avant, dans l'espoir d'en avoir gagné 1. Pas en arrière, rappelons ce qu'au premier abord pourrait sembler être l'analyse dans l'ordre éthique. Il pourrait sembler en somme, et mon Dieu, un certain chant de sirène pourrait là-dessus entretenir un malentendu, elle pourrait sembler être à la recherche de ce qu'on pourrait appeler en termes simples une morale naturelle. Et elle l'est effectivement,
comme par toute une phase de son action même, de sa doctrine, elle se présente quelque chose qui, tendant pour nous à simplifier quelques problèmes, quelques embarras qui seraient en somme d'origine externe, et de l'ordre de la méconnaissance, voire du malentendu, tente de nous ramener à ce plan que pourrait supposer l'idée que quelque chose dans la maturation des instincts conduirait à cet équilibre normatif avec le monde dont, après tout, on peut voir de temps en temps prêcher l'Évangile sous la forme de ce rapport génital, dont plus d'une fois ici j'évoque le thème, avec, vous le savez, plus que réserve, voire plus que scepticisme. Assurément, bien des choses sont là, tout de suite, pour aller contre et nous montrer qu'en tout cas, ça n'est pas d'une façon si simple que l'analyse nous engage dans ce qu'on pourrait appeler, d'un terme que je ne crois pas ici simplement amener pour des raisons de pittoresque, la dimension de la pastorale. Nous aurons bien sûr à en faire état. Cette dimension de la pastorale n'est jamais absente de la civilisation, qui ne manque jamais de s'offrir comme un recours à son malaise. Si je l'appelle ainsi, c'est qu'à travers les âges, elle s'est même présentée à figure ouverte sous cette forme, sous ce thème. Et si de nos jours elle peut apparaître de façon plus masquée, plus sévère, disons plus pédante, sous la forme de l'infaillibilité, par exemple de la conscience prolétarienne qui nous a si longtemps occupés, alors qu'elle est pris depuis quelques années, quelques distances, ou sous la forme aussi bien de cette notion un peu mythique que j'évoquais à l'instant, des espoirs, qu'avait pu donner en effet dans un certain contexte la révolution freudienne, ça n'est pas pour autant que cela ne soit pas toujours de la même, et après tout vous le verrez, d'une très sérieuse dimension qu'il s'agit. Peut-être s'agit-il pour nous de la redécouvrir, d'en découvrir le sens, et de nous apercevoir que même sous cette forme archaïque, historique, cette forme que nous appelons la dimension de la pastorale, d'un certain retour, ou d'un certain espoir mis dans une nature qu'il ne faut pas croire après tout que nos ancêtres ont conçue plus simplement qu'elle ne s'offre à nous, il y a peut-être lieu de revenir sur cette exploration de cette dimension, sur les créations, les inventions que l'ingénium de nos ancêtres ont déjà tenté dans cette voie, voir si cela ne nous enseigne pas quelque chose qui peut-être aussi demande pour nous à être élucidé, à être exploré. Assurément, dès le premier abord, dès que nous faisons du regard le tour de ce que nous apporte la méditation freudienne, nous voyons bien que quelque chose dès l'abord résiste, qui est celui précisément par quoi j'ai commencé d'aborder avec vous cette année le problème de l'éthique de l'analyse. Et que s'il y a quelque chose d'abord dont Freud nous permet de mesurer le caractère résistant, le caractère paradoxal, l'aporie pratique, ce n'est pas du tout dans l'ordre des difficultés. Paradoxe de la jonction avec cette nature améliorée ou cette amélioration naturelle, c'est quelque chose qui se présente tout de suite avec un caractère de méchanceté, de mauvaise incidence, c'est le sens du mot méchant, toute particulière. Et c'est celle que Freud, au cours de son œuvre, dégage de plus en plus, jusqu'au point où il porte à son maximum d'articulation dans le malaise, dans la civilisation, ou encore quand il étudie les mécanismes d'un phénomène comme la mélancolie. C'est ce paradoxe par quoi la conscience morale, nous dit-il, se manifeste pour nous, d'autant plus exigeante qu'elle est plus affinée, d'autant plus cruelle que moins, en fait, nous l'offensons, d'autant plus pointilleuse que c'est dans l'intimité même de nos élans et de nos désirs que nous la forçons, par notre abstention dans les actes, d'aller nous chercher.
Bref, c'est du caractère en quelque sorte inextinguible, de cette conscience morale, de sa cruauté paradoxale, que quelque chose, qui nous la présente dans l'individu comme une sorte de parasite nourri des satisfactions qu'on lui accorde, l'éthique, en somme, persécute l'individu beaucoup moins en fonction proportionnellement à ses démérites qu'à ses malheurs. C'est le paradoxe de la conscience morale dans sa forme, si l'on peut dire, spontanée. Il faut ici que je change le terme investigation de la conscience morale fonctionnant à l'état naturel, parce que nous ne nous y retrouverons plus. Prenons l'autre face dont l'usage du terme naturel sert à recouvrir la signification. Appelons-le l'exploration par l'analyse, la critique par l'analyse, de ce qu'on peut appeler l'éthique sauvage, l'éthique telle que nous la retrouvons non cultivée, fonctionnant toute seule, spécialement chez ceux à qui nous avons affaire, en tant que c'est sur le plan du pathos, de la pathologie, que nous avançons. C'est bien là que l'analyse apporte des lumières, et qu'en fin de compte, au terme dernier, c'est dans le sens de ce quelque chose que nous pouvons appeler au fond de l'homme, cette haine de soi, qu'elle se trouve régulièrement trouvée, retrouvée. Ce que dégage le comique antique de la nouvelle comédie prise de la Grèce à la latinité, de Ménandre à Terence, appelé « celui qui se punit lui-même », petite comédie dont je ne vous conseille pas spécialement la lecture, car aussi bien, après ce beau titre, d'aller à son texte, vous ne pourriez qu'être déçu, vous rencontreriez là, comme partout, ce qui se présente avant tout comme satire concrète, comme trait de caractère, comme épinglage du ridicule. N'oubliez pourtant pas que derrière cet épinglage du ridicule, derrière cette fonction en apparence légère de la comédie, par le seul fait du jeu du signifiant, nous nous trouverons rejoindre quelque chose qui, tout au moins dans son titre, dans la formule de celui qui se punit lui-même, se trouve aller au-delà de ce qui apparaît comme simplement peinture, description contingente, par la simple force de l'articulation signifiante, aller au dévoilement du fond, et par l'intermédiaire du non-sens, nous faire retrouver ce que Freud nous a montré être dans l'exercice du non-sens. Ce que nous voyons surgir, c'est le fond, ce quelque chose qui se profile au-delà de l'exercice de l'inconscient. C'est là que l'exploration freudienne nous invite, nous incite à reconnaître le point par où se démasque le tribe, et non pas l'instinct. Le quelque chose, car le tribe n'est pas loin de ce champ de Das Ding, vers lequel je vous incite cette année à recentrer le mode sous lequel se posent pour nous les problèmes. Les tribes ont été par Freud explorés, découverts à l'intérieur de toute une expérience qui est fondée sur la confiance faite au jeu des signifiants, à leur jeu de substitution, ce quelque chose qui fait que nous ne pouvons aucunement confondre le domaine des tribes avec une sorte de reclassement, aussi nouveau qu'on le suppose, des accointances de l'être humain avec son milieu naturel.